Les rencontres de Catherine Schwab. Angèle Préville, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous avez un nom qui n'est pas forcément si connu. Angèle, on connaît Angèle, mais Angèle Préville, la sénatrice du Lot, elle est moins connue qu'Angèle. Néanmoins, vous avez vraiment réalisé un travail avec des conséquences presque aussi importantes que celles d'Angèle. Je m'explique. Alors vraiment, bravo Angèle Préville. Vous avez rédigé avec Philippe Bollot un rapport sur le plastique, les pollutions plastiques, les diverses pollutions de nos divers plastiques. C'est un travail vraiment remarquable. Comme journaliste, je peux vous dire que j'ai été impressionnée par toute l'enquête que vous avez faite, les questions que vous posez, qui sont les bonnes questions. C'est accablant. On s'aperçoit que on avait vaguement entendu que le plastique a 400 ans d'âge, de durée, c'est-à-dire que il se dégrade quasiment jamais. Mais là, on découvre beaucoup plus de choses sur la pollution plastique. Cette matière merveilleuse et en même temps diabolique, toxique, catastrophique. Aujourd'hui, c'est vraiment très très grave. Donc, avant de parler de vous, on va dire 2 mots sur la conclusion de ce rapport qui évoque donc une négligence et une absence de prise de conscience de cette pollution plastique qui a duré pendant 50 ans, 60 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué, vous, en premier, quand vous vous êtes plongé dans cette enquête, Angèle Préville? Alors, tout d'abord, c'est une mission que j'ai voulu. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert la pollution plastique en 2017, quand j'ai pris une petite semaine de vacances pendant ma campagne des élections sénatoriales, en allant à la dune du Pilat. Et je ramasse, il faisait très chaud, je voulais ramasser avec mes petits-enfants des coquillages. Et c'est là que je trouve les premiers granulés de plastique industriel. Et je me demande ce que c'est. Et dès que j'en vois un, j'en vois plein. Et j'en ramasse et je me dis, mais il y a un gros problème. Et comme j'ai été professeur de physique-chimie et que j'ai sensibilisé mes élèves à toutes les pollutions en leur faisant faire des recherches et que j'avais accès tous les ans avec mes petits 5e sur la pollution de l'eau, sur les fameux gyres qu'il y a dans les océans. Les courants tourbillonnants où se concentre la pollution plastique qui vient du monde entier, enfin de tous les continents. Et qu'on appelle le 7e continent, voilà, et qui n'est pas un continent. Centaines de kilomètres carrés. Qui est un continent par sa superficie, mais qui est en fait une soupe de plastique, avec beaucoup de microplastiques, justement. Et pour moi, la pollution plastique c'était naïf, mais la pollution plastique était là. Et quand je découvre ça, je me dis, mais non, en fait, mais comment t'as pu croire que ça n'était que là? Et ça commence déjà ici, et en plus, sur les granulés de plastique industriel, c'est dommage, je vous en ai pas porté, mais c'est des petites choses très, très régulières. C'est pas des boules, c'est des petites choses un peu plates. Il y en a de toutes les formes, en fait. Oui, un peu transparent, donc on voit bien que c'est du plastique. Et c'est la découverte, et c'est la sidération, et je me dis, mais c'est pas possible. Et dès qu'on commence à regarder dans le sable, vous le ferez, chacun désormais sur une plage, c'est là que je découvre aussi des morceaux beaucoup plus petits, qu'on a de la peine à saisir avec les doigts. Et on voit bien que c'est du plastique parce que ça a des couleurs chatoyantes, des couleurs rose fuchsia, turquoise bien pimpant. Et on voit que c'est du plastique. Et je me suis dit, mais là, et là, c'est un choc pour moi. Et je me dis, quand j'ai continué ma campagne des sénatoriales, comme j'avais ramassé, je suis venue avec un petit bocal et tous mes élus, parce que les sénateurs sont élus par les maires, je leur ai dit, voilà, si je viens au Sénat, si je suis élue au Sénat, moi, je fais un travail là-dessus, parce que là, il y a quelque chose à faire. Après, j'étais prof de physique-chimie, donc je savais déjà beaucoup de choses concernant le plastique. Donc, c'est au départ la fragmentation
et la fragmentation qu'on voit déjà sur les plages qui m'interpelle. Et puis après, en creusant, bien sûr, c'est tous les additifs qui sont contenus, qui sont relargués tout au long des cycles de vie des plastiques et qui posent problème parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Oui. Et donc, pour revenir à ce que vous aviez, à votre métier d'avant. Voilà, c'est ça. Et c'est donc que je demande, dans le cadre de mon groupe politique, un débat au Sénat sur la pollution plastique. Donc, on peut demander un débat. Donc, c'est inscrit à l'agenda. Donc, chaque groupe politique va avoir des questions à poser au ministre qui vient. Le débat a du succès. Le président de ma commission, qui n'est pas de mon bord politique, a trouvé que c'était très intéressant. Et donc, comme je suis à l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, je demande à faire un travail là-dessus. Et on me dit, il faut faire une saisine par la commission pour obtenir une mission. Donc, je le fais, je le demande, le président me donne tout de suite l'accord. Et donc, on est parti sur une mission. Le député Philippe Bollot me rejoint, qui était pas sensibilisé très fortement à la question. On va faire une très bonne équipe tous les deux, alors qu'on n'est pas du même bord politique, découvrir toutes ces choses-là ensemble, avec des centaines d'auditions. On a rencontré plusieurs centaines de personnes. Ouais. Tout, alors ça va des chercheurs, à la Fédération de la plasturgie, à tous les metteurs en marché, à la fois les metteurs en marché des grandes surfaces, les jouets, Fédération du jouet, des textiles, et puis les chercheurs qui travaillent, tous ceux qui travaillent sur le sujet, sur l'océan, sur les pollutions plastiques. On a même participé à un workshop avec des chercheurs américains qui sont venus au Mans pour rencontrer des chercheurs français sur les microplastiques. Donc on y est allé au Mans, c'était en décembre, juste avant le confinement, donc, et on a pu participer à ça, c'était très intéressant. On a auditionné des ONG, enfin bref, on a fait un panel très très large d'auditions. Voilà pourquoi on arrive à ce travail important qui nous a pris quasiment 1 an. Oui, c'est une enquête d'1 année qui aboutit à ce livre qui est une somme très accessible, très facile à lire, très compréhensible, de 250 pages, 260 pages, et où l'on découvre des choses. On est obligé de grappiller là dans l'émission pour vous dire, mais moi, ce qui m'a surprise, c'est par exemple la laine polaire. Alors, la plus grosse pollution, on savait que c'était un peu la pollution textile, parce que le jean, le denim, les bains toxiques, etc. Mais là, on découvre que la laine polaire, qui est pas chère, qui est chaude, qui est douce, qui est agréable, enfin, tout ce qu'on veut, de multicolore, eh bien, c'est le textile qui pollue le plus. 10 fois plus que les autres, oui. Voilà. Qui relâche le plus de polyester dans l'atmosphère, les eaux, la terre. Tout. Et en permanence. C'est-à-dire, quand vous portez un tissu polaire, déjà, rien qu'en le portant, parce que c'est un tissu qui est fait comme ça. Il a été gratté. C'est-à-dire que les fibres ont été un petit peu détachées, un petit peu pour créer cet aspect gonflant. Oui. Et donc, quand vous le portez par frottement, etc., il y a déjà des fibres qui s'échappent tout le temps. Quand on est allé, je crois que c'était à Angers, dans un laboratoire où des chercheurs travaillaient sur les microplastiques avec des huîtres, des moules, et ils les soumettaient à des environnements où ils avaient introduit des microplastiques, ils nous ont dit, mais nous, on fait très attention aux vêtements qu'on porte. Parce que si on rentre dans le laboratoire avec ce genre de tissu, on sait qu'on va perturber l'expérience parce qu'il y a des microfibres plastiques qui vont se dégager rien que en circulant et en les mettant. Et alors, le pire, c'est quand on les lave. Oui. Parce que c'est des millions de microfibres qui sont relarguées. Et d'ailleurs, tout un chacun peut le vérifier. Quand on a eu un tissu, enfin moi je n'aime pas ça, j'en ai jamais trop eu, mais j'ai eu, j'ai côtoyé des gens qu'on avait. Avec les enfants, c'est ça. Forcément, c'est ce que vous achetez aux enfants, les laines polaires. Et on voit qu'au fur et à mesure des lavages, ça diminue, ça perd en densité de matière. Oui. Et donc, il faut juste se demander, mais où sont passées, où est passée cette matière-là? Elle est passée dans les eaux, dans l'air, enfin partout. Oui. Et ça ne se dégrade pas. Et ça ne se dégrade pas. Alors, je vais revenir à ce qu'est un plastique. Un plastique, c'est un polymère, c'est-à-dire une macromolécule, mais ce n'est pas que ça. Un plastique, c'est une formulation, c'est-à-dire que c'est le polymère auquel on rajoute des plastifiants, des additifs, des additifs pour plein de raisons, la couleur, on met des retardateurs de flamme, on met des anti-UV, on met des tas de choses pour le rendre bien résistant. C'est pour ça qu'après, il résiste si bien aussi. Et puis, tout ça s'appelle une formulation. Et en fait, quand vous avez, par exemple, un polypropylène,
quand vous avez 2 polypropylènes différents, ils sont différents par les additifs, tout ce qu'on a, les charges qu'on y a mis. On met des charges, on met des additifs et on met des plastifiants. Les plastifiants, ça peut être les phtalates, qui sont les perturbateurs endocriniens. Et on peut, sur certains plastiques, en mettre beaucoup. Les linoléums, par exemple, pour les rendre souples, on met des phtalates. Et les phtalates sont relargués en permanence sous forme de très très fines poussières dont on ne s'aperçoit pas. Et donc, on a intérêt, quand on a ce genre de substance au sol, voilà, de laver régulièrement pour enlever les phtalates qui se sont dégagés. Ah oui. Et c'est ce qu'on a appris lors de nos auditions. Moi, j'avais déjà, parce que je suis partie quand même sur la mission, comme on avait eu la loi lutte contre le gaspillage juste quelques temps avant, moi j'avais déjà posé des amendements au Sénat, et moi j'avais été très radicale, c'était pour interdire les tissus polaires à un horizon, je sais plus quelle date j'avais mis, mais dans 6-7 ans j'avais mis pour que tout le monde puisse s'organiser. Parce que moi je savais déjà qu'il y avait un problème avec ça. J'étais allée, par exemple, j'étais invitée au Pic du Midi juste en septembre de cette année-là, en 2019, les 80 ans du CNRS. Donc, je suis partie de Toulouse avec un bus rien que de chercheurs. Et quand j'ai dit que j'allais commencer cette mission, tout de suite, mais attendez, on connaît, etc. Donc, il y a un chercheur qui est venu s'asseoir à côté de moi et qui faisait des recherches dans la tourbe. La tourbe, donc on fait des carottages dans la tourbe et on peut dater. On peut faire des recherches, et il faisait des recherches là-dessus, sur les microplastiques. Et il m'a montré les courbes qu'il avait obtenues, et c'était une courbe exponentielle. Il m'a montré le bas de la courbe, c'était les années 50. Il a dit, voilà, ça c'est l'introduction du nylon. Donc on a des fibres, on en retrouve, mais peu. Et puis là, on en est là. Et je lui demande, mais les tissus polaires qui se sont beaucoup développés, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils comptent en partie pour beaucoup voilà, de ce qu'on voit là? Ben oui. Et alors je lui demande, mais on connaît quand même... On sait qu'il y a des problèmes quand c'est relargué dans l'air, par exemple, parce que la respiration fait que quand on respire ces petits microfibres qu'on voit pas, qui sont très fines, mais qui sont pas très lisses et qui sont légères donc. Et qui vont s'accrocher évidemment dans les poumons et qui ressortiront pas. On a quand même on a eu le problème de l'amiante. On sait un petit peu ce que c'est. Il me dit oui, effectivement. Donc voilà. Et donc voilà tout ce qu'on découvre, tout ce que j'ai découvert, mais tout ce que j'avais en fait en tête déjà avant de commencer et qui a été bien évidemment prouvé par tous les chercheurs notamment qu'on a rencontrés et même pour découvrir encore plus de choses. Oui, moi j'ai découvert par exemple la question des laines polaires, mais j'ai toujours cru que les sacs en plastique étaient la pollution majeure. Et voilà. Et donc c'est une erreur ça. C'est ça, c'est la plus visible. Et c'est la plus visible. Et c'est celle pour laquelle on a déjà des interdictions maintenant. Seulement, on a fait ça avec beaucoup de retard. Et maintenant, tout ce qu'on découvre, notamment sur les microplastiques, qui sont partout, puisqu'on en retrouve au sommet de l'Everest, c'est quand même sorti. On en a retrouvé. Il y avait un article de The Guardian au mois de décembre dans du placenta humain. Donc, ça pose problème. Voilà, donc on est quand même... Est-ce que les chercheurs sont capables de dire aujourd'hui l'influence que peut avoir ce plastique sur le placenta, par exemple, sur donc le nourrisson, le fœtus? Là, moi, je suis pas spécialiste et c'est vrai qu'on n'est pas allé creuser parce qu'il y a pas suffisamment. Par exemple, moi, j'avais demandé qu'on auditionne un pneumologue. Donc, on a trouvé un pneumologue, et on lui a demandé. Donc, il nous a dit qu'effectivement, il y aura un problème de santé certain, mais que pour l'instant, il n'y avait pas de recherche sur ce thème-là. Mais est-ce que ça pourrait signifier que l'augmentation des allergies d'enfants est liée à une pollution plastique? Pourquoi pas? On ne sait pas. Alors, vous dites ça passe la barrière intestinale et pulmonaire. Bien sûr. Est-ce que ça passe la barrière cérébrale, par exemple? Eh bien, on n'en sait rien. Je pense qu'on n'en sait rien. Oui, on peut tout imaginer. Oui, parce que là, on a parlé des Alzheimer pourrait être induit par une pollution plastique. Je m'avancerai pas jusque-là, mais tout est à découvrir maintenant, malheureusement. Et on le fait avec beaucoup de retard parce que maintenant, on en est où? On en est dans un monde où la production de plastique est exponentielle. On pourrait croire qu'avec tout ce qui sort, on fait attention, il y a des interdictions qui commencent, mais en fait, la production de plastique continue sur la même lancée. Et si on n'arrête rien, on aura doublé la pollution plastique d'ici 2050. Parce qu'elle est exponentielle et elle continue à être
Alors exponentielle, ça veut dire que ça croît de façon très importante, triangulaire, très important. Ça monte en flèche en fait. Oui. Et le flux de plastique est tellement important que même si on a quelques interdictions, c'est bien les interdictions. J'ai rien contre. Au contraire, il faut les faire. Mais on a quelque part un petit train de retard quand même par rapport à tout ce qu'on devrait mettre en place. Mmh. Mais vous dites aussi que, et ce sera la dernière question avant la pause, que les industriels ont pris conscience que il faut encourager par des subventions fiscalement et tout. Est-ce que vous avez eu accès directement à ces fabricants de plastique? Ah oui, bien sûr, oui. On les a auditionnés. Oui. Ils ont conscience de polluer l'atmosphère. Oui, sauf que leur argument principal, qui nous était toujours mis en avant, oui, c'est ça, c'est que ce sont les consommateurs qui se comportent mal et qui jettent, ne font pas attention, etc. Or, le problème, il n'est pas là. Le problème est que le flux est tellement important que de toute façon, on aura des arrivées dans l'environnement importante, parce que c'est le cas, parce que en gros, depuis les années 50, de tout le plastique qui a été produit, on va dire 70% s'est retrouvé dans l'environnement. Alors certes, on peut être plus vertueux maintenant, mais n'empêche qu'une part importante arrivera quand même dans l'environnement. Et ce qu'il faut avoir en tête toujours, c'est ce que vous avez dit au début, le plastique ne se dégrade pas, enfin se fragmente, il se casse en petits morceaux, mais il est toujours là. Oui. Et plus il est petit, plus il est problématique en fait. Voilà, exactement. Et donc, comme on a une quantité très importante dans l'environnement maintenant, tout ce qu'on est en train de rajouter s'accumule et crée un problème majeur. C'est-à-dire que on commence à voir les limites de tout ce qu'on fait, parce que ça nous revient en boomerang au niveau santé, au niveau environnement. Voilà. Exactement. Alors, on fait une petite pause, quelques minutes, et on revient. Merci beaucoup, Angèle Préville. Alors, Angèle Préville, sénatrice, et qui a fait un travail gigantesque sur nos pollutions plastiques. On était en train d'en parler. Je vous demandais si les industriels avaient conscience du problème. Ils en ont conscience, mais néanmoins, la production continue d'être exponentielle. Et c'est le recyclage qui ne va pas, soi-disant, selon les industriels. De fait, le plastique n'est pas vraiment recyclable. Et non. Il n'est recyclable que quelques fois. Donc, en fait, c'est à 30%, vous avez l'air de dire. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est que un objet, d'abord, toutes les matières plastiques ne sont pas recyclables. Déjà, d'une part. Déjà, au niveau technique. D'une part. D'autre part, quand on recycle, ça ne peut être recyclé que 3-4 fois. Les polymères sont abîmés lors des recyclages. C'est-à-dire que pour l'instant, avec le recyclage mécanique que l'on fait, les polymères sont abîmés et on est obligé de faire des mélanges avec du plastique vierge. Donc de toute façon, et après, de toute façon, au bout, c'est que un amortisseur temporel, si vous voulez, parce qu'au bout d'un certain temps, ça devient quand même un déchet. Donc on doit réfléchir, parce qu'on fait que reculer en fait le moment où l'objet devient déchet. Donc c'est la réflexion qu'on doit absolument mener sur est-ce qu'on a besoin d'avoir du plastique partout, parce que malgré tout, les objets en plastique, ils n'ont pas les mêmes propriétés que les objets dans les autres matériaux. En verre ou... C'est ça. Le verre est recyclable, un très très grand nombre de fois. Les métaux, c'est à l'infini, on peut recycler tout le temps. Parce que c'est par fusion, etc. Donc là, ça marche très bien. Et par contre, les objets en plastique, ils ont le gros défaut, c'est de casser. Et quand ils cassent, on peut pas les réparer. C'est pas comme un objet en métal qu'on peut ressouder ou un objet en bois où on peut trouver des solutions. Non. Donc, il nous faut réfléchir sur l'utilisation du plastique qu'on fait. À la fois pour les objets qui sont pas à usage unique, qui doivent durer, et aussi, bien évidemment, alors là, pour les objets à usage unique, il faut trouver des solutions, mais il faut abandonner ça. Et là, je crois qu'il y a une loi qui est mise en place déjà à partir de cette année et qui va interdire beaucoup plus que les
pailles et les cotons-tiges. Oui, oui. À partir de là, les 2021, c'est déjà, oui, pour les couverts, par exemple. Alors, les couverts, les assiettes, les petits gobelets, etc. Oui, sauf que c'est déjà détourné par les industriels. Si vous allez dans un magasin, vous prenez une poche de couverts en plastique soi-disant jetable, c'est plus marqué jetable, c'est marqué réutilisable dessus. Alors effectivement, on peut les laver, on peut les réutiliser. Donc mais c'est la plupart du temps, les gens les jettent. C'est ça. Donc c'est déjà la limite. Parce qu'on sent bien que il y a évidemment, je sais pas comment le dire, mais il y a des gens qui ne sont pas pour, ils sont pour que se continue à se développer le plastique. Oui. Et donc il va falloir lutter et ça va pas être simple. Parce que justement, par ce biais-là, en marquant réutilisable, effectivement, réutilisable. Et vous avez l'air de dire que on se heurte aussi à des lobbies assez puissants. Enfin, bien vous sûr. Le dites sur la pointe des pieds. Voilà, mais, oui, bien sûr. Oui. Vous avez eu des menaces Non, avez eu pas du tout. Non. Ah non, mais non. Les au contraire. lobbies, c'est quoi? C'est les fabricants de plastique, les fabricants de pneus. Mais par contre, je dois dire que quand on a fait nos auditions, par le fait qu'on ne soit pas connus, qu'on ne soit pas des noms ni Philippe Bolo ni moi-même. Quand on a auditionné les fédérations de plasturgie, etc., on arrive, on est des inconnus. Mm-hmm. Donc, on n'est pas considérés de la même façon. C'est-à-dire que quelque part, les gens qu'on a auditionnés avaient l'impression qu'on pouvait tout nous apprendre et qu'ils avaient à nous dire des choses sans mesurer, et notamment, il y a eu un moment, parce que j'avais introduit dans la loi, notamment sur la plasturgie, parce que je voulais qu'on encadre le transport des granulés de plastique vierge, les personnes que j'avais en face de moi n'ont pas du tout réalisé que c'est moi qui avais déposé l'amendement. Ils étaient en train de me dire, attention, il y a des choses qui vont se mettre en place, et je les ai regardés, parce que je suis franche, j'ai dit, mais oui, c'est moi qui ai déposé l'amendement, et il a été voté au Sénat. Mais après, il a été défait à l'Assemblée nationale, donc voilà. Et pour des raisons économiques, sans doute. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que ça, c'est un coût. C'est une filière complète. C'est ça. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Si on veut, alors moi, c'était l'encadrement de ces fameux granulés de plastique, parce que quand ils sont transportés dans des camions-citernes, enfin, pas que, mais bon, aussi. Donc, on prend des gros tuyaux pour les charger comme du lait, en fait. Mm-hmm. Et puis, il y a des pertes tout le temps. Et les pertes, elles sont juste au jet d'eau poussées dans les fossés. Ah oui. Et c'est pour ça que... Et puis, il y a des accidents. Et quand il y a des accidents, moi, j'ai vu des photos d'accidents de ce genre de camions qui transportent les granulés de plastique vierge, ceux avec lesquels on fait tous les objets après. Ça fait comme de la neige sur la route. Et puis, c'est jamais récupéré, bien évidemment, parce que ça, on va pas les laver. Ça coûte rien, tout ça. Donc, c'est remis dans la nature. Donc, ça va dans les fossés, dans les rivières, et puis dans la mer, sur les plages, voilà. Et c'est moi... Là, je suis intervenue parce que je voudrais qu'on encadre ça. Oui. Et qu'on étiquette que c'est dangereux pour l'environnement, donc on ne fasse pas n'importe quoi avec ça, et que ce ne soit pas transporté n'importe comment, mais avec des fûts... Des précautions. Oui, hermétiques, oui. Et qu'on veille à ce que ce soit pas répandu. Parce qu'à force comme ça, au fil des années, qu'il y ait des fuites et des pertes, bon, peut-être sur une année, c'est peut-être pas grand-chose, mais comme tous les ans, il y en a, et puisque c'est pas assez cadré... Mm-hmm. Ça s'accumule dans l'environnement. Mais de fait, ces granulés qui sont soi-disant acheminés pour être recyclés et Ah non, ça c'est pas recyclé, c'est pour fabriquer des objets. Oui, pour être pour prendre naissance à nouveau entre nos mains. Ça n'est qu'une proportion infime, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que on récupère ces granulés. C'est quoi? Non, ça c'est 30%. Non, ça les granulés de plastique industriel, c'est la plasturgie. C'est le plastique vierge. Voilà, vierge. Ça c'est le plastique vierge. Alors après, le plastique recyclé. Oui. Le plastique recyclé, évidemment, c'est bien de faire ça. Sauf que on a des freins. Il y a le frein technique. Toutes les matières plastiques ne se recyclent pas. Il n'y a pas des filières pour tous les plastiques, d'une part. Alors le mieux, c'est les bouteilles en plastique d'eau, parce que là, il y a une filière et là, ça fonctionne très bien. Et ce qui est terrible, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il y a des bouteilles d'eau qui sont faites pour refaire de la laine polaire. C'est ça. C'est juste le paradoxe, la laine polaire qui pollue encore plus. C'est ça. Qui crée des nanoplastiques, des microplastiques, des microfibres. Et les microfibres, c'est terrible, effectivement.
Donc, la laine polaire, bien évidemment, c'est la fausse bonne idée. Mais en vous écoutant, donc, ces recyclages sont extrêmement limités. Et moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a une mafia du recyclage aussi, qui touche des subventions de la part de l'État et qui, en réalité, exporte nos déchets, y compris les plastiques, sans les recycler du tout. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des pratiques qui maintenant sont un petit peu plus réglementées, d'abord parce que certains pays refusent de prendre nos déchets. Oui, la Chine a arrêté d'accepter nos déchets. C'est ça, et puis après, au fur et à mesure, d'autres pays aussi. Mais c'est vrai qu'une partie de nos déchets sont exportés, et c'est un scandale, parce que c'est quand même, là, il faut qu'on soit responsable et qu'on gère nos déchets. Surtout que pour ces pays-là, on envoyait les déchets problématiques. Ouais. C'est-à-dire pas les bouteilles, parce que dans les centres de tri, on met de côté les bouteilles, parce que ça, c'est la matière première. Non, puis ça a une valeur. Ça a une valeur parce que c'est recyclé en bouteille, c'est du plastique clair, c'est du plastique de grade alimentaire, et donc ça peut revenir dans la boucle. Alors c'est vrai que pour d'autres matières plastiques, c'est du décyclage, c'est-à-dire qu'on va vers d'autres matières qui sont de moins bonne qualité. Et on a aussi, comme vous avez dit, cette histoire des déchets qui s'en vont. Là, il faudra quand même que les uns et les autres, on regarde les choses en face, qu'on ne peut pas continuer à envoyer des déchets problématiques dans d'autres pays qui eux-mêmes n'ont pas les infrastructures pour le faire. C'est ce que vous dites, et que c'est la raison pour laquelle on va avoir une pollution qui va aller en explosant. C'est ça. Du fait que, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? La Thaïlande, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, les Philippines, qui ne sont absolument pas équipés pour recycler les déchets qu'on leur envoie. Oui, qui sont en plus pas les déchets de très bonne qualité. Oui. Après, en parlant du recyclage, il y a ce qu'on appelle les matières héritées. C'est-à-dire que, par exemple, une fenêtre en PVC d'il y a quelques années, elle contenait du plomb. Mais maintenant, cet additif, le plomb, est interdit. Donc, quand vous récupérez une vieille huisserie qui contient du plomb, vous n'allez pas pouvoir la recycler pour refaire des fenêtres à cause de ça. Donc, et c'est normal, la loi évolue tout le temps pour interdire au fur et à mesure les matières, parce qu'on découvre au fur et à mesure que certains additifs posent problème au niveau santé, notamment. Donc voilà, c'est encore un frein au recyclage. Et puis, dernière chose, le pétrole étant si peu cher, les granulés de plastique vierge sont toujours bien plus intéressants, c'est-à-dire bien moins chers que la matière recyclée. Oui. On va faire une petite pause. Angèle Préville, qui est l'auteur d'un rapport absolument explosif, et on revient. Alors, Angèle Préville, sénatrice, auteure de ce rapport explosif sur nos pollutions plastiques, on dit que, les gens conscients du problème prétendent que nous avalons l'équivalent d'une carte bleue par semaine. C'est vrai, ça ? Alors ça, est-ce que c'est vrai ? Je n'en sais rien, puis ça doit dépendre des modes de consommation, je suppose. Mais en moyenne, dans la vie domestique, les plastiques qu'on manipule, c'est possible. Oui. Moi, je ne dis pas que c'est vrai. C'est quelque chose qui a été avancé par une ONG qui a, mais je trouve intéressant que les gens aient ça en tête. Oui. Ne serait-ce que pour, éveiller sa conscience et essayer de changer un petit peu sa façon de consommer. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes vraiment écoutée au gouvernement ? Vous parlez, vous êtes sénatrice. Après, il y a un grand pas jusqu'à l'exécution, mais il y a une sensibilité qui augmente quand même. Vous avez vu le cas de Nicolas Hulot, le pauvre, qui a vraiment pas eu. Bon. Oui, il y a une sensibilité qui augmente, mais quand on intervient, on n'est pas toujours. Ils nous écoutent, c'est vrai, mais après, les mesures ne suivent pas forcément, puisque vous savez qu'il y a des tiraillements, il y a le côté économique, etc. Donc voilà.
Après, nous, on a un rôle d'alerte. Quand moi, je suis dans l'opposition, mon rôle d'alerte, c'est de mettre le problème sur la table le plus souvent possible, pour qu'on en parle et qu'on fasse évoluer. Et justement, à ce propos-là, moi, vous savez que les parlementaires, on peut faire des propositions de loi. Donc moi, j'ai fait une petite proposition de loi pour réduire la pollution plastique qui a été acceptée par mon groupe politique et qui est à l'agenda du Sénat pour le 11 mars. Pour le 11 mars. Voilà, le 11 mars. On s'appelle le 12 mars pour que vous me disiez si elle a été acceptée. Voilà. On fera quelque chose sur Internet, sur RCJ pour vous dire. Justement, vous parlez d'organisation non gouvernementale. Est-ce que le VVF, par exemple, a du pouvoir si le VVF annonce que vraiment c'est une pollution majeure qui menace les enfants, les générations montantes et tout, est-ce que ça a un effet, un pouvoir? Bien sûr, j'en suis persuadée. C'est bien parce qu'il faut la lutte s'organise de toutes parts et les ONG ont leur rôle à jouer, le rôle de lanceur d'alerte. Moi, je trouve que c'est très intéressant si à la fois ça vient des parlementaires, ça vient de tous les côtés, en fait. Oui. Voilà. Alors, on a besoin de tout le monde, en fait. On a besoin de tout le monde et surtout de la jeune génération. Oui. Et c'est là que vous êtes aussi une interlocutrice intéressante puisque vous avez été enseignante en physique-chimie pendant 30 ans? Oh, même plus. 38 ans, je crois. 38 ans. Donc, on fait une carrière complète. Donc, vous avez cette sensibilité écologique qui fait que vous avez dû en parler avec vos élèves. Oui. Et aujourd'hui, alors, vous venez de quitter l'enseignement. Enfin, 2017, ça va, il y a 3 ans. Oui. Est-ce que, 3-4 ans, vous avez l'impression que vos élèves sont conscients, vont faire changer les choses? Bien sûr, oui. Moi, j'ai donné des travaux tous les ans en recherche d'exposés à mes élèves sur les pollutions. Les petits cinquièmes avec la pollution de l'eau, parce que c'était leur programme. Quel âge ils avaient en cinquième? Alors en cinquième, ils ont 12 ans. 12 ans, voilà. Oui. Ensuite, pollution de l'air pour les quatrièmes. Et ensuite, le problème de l'énergie pour les troisièmes, parce que c'était au programme de physique, sur comment on produit l'énergie électrique en France et quelles sont les pollutions qui sont liées à cette énergie. Donc, je leur donnais des exposés. Bon sujet, j'ai toujours fait ça. D'abord parce que c'est un travail important de préparer des choses seul à la maison, à deux, en binôme. Et puis, parce que c'était un exercice oral, de présenter un sujet et de l'étayer avec des présentations comme on fait maintenant, avec des PowerPoint et des choses comme ça. Est-ce qu'ils étaient passionnés? Ils étaient passionnés, bien sûr. Ouais. Ils ont fait des recherches eux-mêmes? Ils ont fait des recherches eux-mêmes. Et moi, j'ai toujours été épatée par ce qu'ils me présentaient. Et plus particulièrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aux petits cinquièmes, qui s'investissaient, c'était mignon comme tout. Et pour parler de ce sujet-là, quand il y a eu la COP 21 en 2015, on nous avait incité à organiser des débats avec nos élèves. Donc moi, j'ai organisé une petite COP dans mon collège avec 2 classes de quatrième et ça a été un moment extraordinaire. C'est-à-dire que, alors on n'a rien fait en classe et alors ils se sont approprié le sujet. Moi, j'ai dit chacun, vous mettez tout seul ou à 2 et vous choisissez un pays. Donc, ça a été immédiat. Madame, je prends ci, madame, je prends ça. Et ils ont été formidables. Donc, moi, par exemple, la pollution au Bangladesh, comment nos jeans polluent. Oui, mais c'était dans le cadre de la COP. Ça allait beaucoup plus loin. Je leur ai dit, vous faites des recherches. C'était un peu la géopolitique. Oui. Vous allez chercher votre pays, le pays que vous avez choisi. Comment il produit son énergie? Qu'est-ce qu'il produit sur son territoire? Quels sont les futurs problèmes liés au réchauffement climatique qu'il pourrait rencontrer? Et je dis voilà, vous préparez votre petite chose. Et puis on s'est rassemblés dans un gymnase. On a fait une grande table ovale avec tous les élèves des 2 classes. Ça faisait une 50aine d'élèves. Et puis on a fait une petite COP, quoi. Donc chacun a pris la parole pour présenter son pays. Et puis ensuite les débats ont commencé et ça a été extraordinaire. Moi, la principale m'a dit, ils s'écoutent, ce qui n'est pas le cas forcément en classe. Et puis, ils avaient bien préparé. Or, c'est pas du travail qu'on avait fait en classe, c'est du travail que je leur avais donné à faire à la maison. Et ils m'ont dit après, madame, c'était bien, quand est-ce qu'on recommence, etc. Donc voilà, les jeunes sont prêts, d'abord, plus qu'on ne le pense, à faire du travail par eux-mêmes et à produire quelque chose de très intéressant. Et ils ont appris beaucoup lors de ça. Ils ont appris à s'écouter. Plus de choses que même ils ne le pensaient. Et puis ils ont fait un peu de géopolitique.
Donc, ce qui était très intéressant. Et est-ce qu'ils ont un discours sur les adultes qui leur laissent une planète en mauvais état? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que... Mais ils sont toujours très enthousiastes et ils proposent toujours des solutions. Et ils sont prêts, et puis ils parlent aux parents, je peux vous dire aussi. Parce que moi, les parents, quand je les recevais, ils me disaient « Ah oui, on entend parler de vous, etc. » Donc voilà, c'était très sympathique. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites la comparaison entre vos deux métiers, que vous avez plus de difficultés dans le métier actuel, qui est d'être sénatrice, lanceuse d'alerte, essayer de faire bouger des institutions un peu immobiles ou comment vous voyez Ça n'est pas la même chose, mais c'est tout aussi intéressant. Ouais. C'est-à-dire que le rôle que j'ai pu jouer en tant qu'enseignante, c'était de permettre aux élèves de s'épanouir, de devenir autonomes, d'acquérir de l'esprit critique, des savoir-faire, ce qui était très intéressant. Et maintenant, je suis passée sur autre chose où j'essaye d'agir, mais ça m'intéresse de la même façon. Donc, mais vous avez affaire à des interlocuteurs qui sont beaucoup moins réceptifs et moins enthousiastes. Oui, mais c'est pas grave. J'ai encore mes convictions, l'envie de faire bouger les choses. Et puis je suis là pour que les choses évoluent et pour rappeler à tout le monde qu'il y a ce problème-là. Comme d'autres d'ailleurs, d'autres problèmes. Oui. Et est-ce que ça a changé votre façon de vivre aujourd'hui? Vous êtes sénatrice, vous devez venir à Paris depuis le Lot, prendre un avion, dormir dans une petite chambre avec le couvre-feu ces temps-ci, c'est horrible. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave en fait. C'est un choix qu'on a fait. On sait bien que la vie de parlementaire, c'est une vie. Peut-être que les gens ne s'imaginent pas suffisamment ce qu'est la vie de parlementaire. C'est vrai, c'est de venir toutes les semaines. Oui. Donc d'être en voyage tout le temps, moi je suis à l'hôtel, les 3 jours que je passe au Sénat, mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, quand je rentre dans mon département, je suis demandée aussi pour des inaugurations, pour des rencontres avec la préfecture, etc., surtout en ce moment, avec les problèmes sanitaires. Donc, c'est une vie à plein temps, et c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir, mais c'est une vie qui m'intéresse, c'est une vie très intense. D'abord parce que la vie au Sénat, il se passe des choses dans l'hémicycle, il y a des lois, il y a les travaux qu'on mène en parallèle, et c'est pourquoi aussi les parlementaires sont pas toujours dans l'hémicycle, parce qu'ils sont en audition pour des missions, Oui, parce que je regarde un peu votre CV, si on peut dire. Vous faites partie de je ne sais pas combien de commissions, mais c'est très cohérent par rapport à vos combats. Les néonicotinoïdes, les phytosanitaires, la vigne et le vin, je suppose que c'est aussi lié au vin bio et tout. La gestion des pandémies aujourd'hui. Oui, je fais partie de la commission d'enquête, oui. Oui. Et puis alors, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la simplification de l'action publique. Oui. Et alors, on a un tout petit moment encore pour en parler. Oui. Mais là, c'est le fameux mammouth bureaucratique qui bloque tout, qui freine tout, que vous essayez de rendre plus fluide. C'est ça, on a beaucoup à faire encore. Et la pandémie a montré également qu'il y a des difficultés aussi pour accéder à certains services de l'État, à certaines subventions, comment savoir, comment faire. C'est très complexe. Ça s'est beaucoup complexifié, la vie. D'ailleurs, pour tout le monde, les citoyens comme les entreprises. Ah, ça s'est pas allégé, alors? J'ai pas l'impression, non. Et comment vous faites, alors, pour faire alléger tout ça? Comment il faut supprimer des étapes? C'est très compliqué, parce que tailler dans le vif, c'est pas simple non plus. Donc, c'est vrai que... Ça veut dire supprimer des emplois, carrément? Ah non, je pense pas. C'est faire que les chemins soient plus faciles pour aller... Plus rapide, voilà, pour accéder notamment à des demandes de subventions, quand on répond à des appels à projets, parce que ça fonctionne beaucoup et je le déplore, mais enfin c'est comme ça. On répond maintenant. Enfin, il y a beaucoup d'appels à projets pour plein de choses différentes, et c'est pas toujours facile de trouver, d'être au courant de tous les appels à projets, notamment quand on est une collectivité territoriale, de savoir à quoi on pourrait avoir droit, etc. Donc voilà, c'est la vie d'une manière générale, mais je pense pour les citoyens aussi. Tout est beaucoup plus compliqué qu'avant. Oui. D'une manière générale, voilà. On avait l'impression que le Covid avait justement rendu les choses beaucoup plus palpables, et donc que ça allait s'améliorer très vite. Regardez la vitesse à laquelle on a autorisé les vaccins. Sûr. C'est sûr. C'est sûr de ce côté-là. Donc la preuve qu'on peut. Oui. Bien sûr.
la preuve. Mais alors, vos appels à projets, par exemple, dans le Lot, si vous souhaitez avoir, je sais pas, une maternité, ça peut être ça. C'est ça, oui, c'est une école supplémentaire ou une garderie d'enfants. Vous devez passer 15 barrières et vous faites en sorte qu'on n'en passe que 4. Oui, non, mais le but, ce serait que d'abord que ce soit accessible pour tout le monde, que ce soit pas seulement accessible à des collectivités qui ont les moyens, en fait, c'est-à-dire les moyens avec du secrétariat, etc., pour rechercher les appels à projets. C'est là-dessus qu'il y ait de l'égalité aussi sur les territoires, sur l'accès qu'on peut avoir à certaines choses. Parce qu'il y a des petites villes qui n'existent pas administrativement, quoi. Voilà, oui. Tout simplement parce qu'ils savent pas qu'il y a des moyens de se faire comprendre, entendre. Et même, c'est coûteux d'avoir des personnels qui sont capables de répondre et de faire de suivre, de constituer des dossiers pour répondre à des appels à projets, par exemple. Ouais, je comprends. Je crois que on arrive plus ou moins au bout de notre entretien. Angèle Préville, c'est passionnant. J'avais d'autres questions à vous poser, il faudra qu'on se revoie. Et de toute façon, vous avez votre proposition de loi qui va passer au Sénat donc le 12 mars. Le 11 mars, oui. Le 11 mars, et donc jeudi, le 12, on espère que ce sera oui. Et entre-temps, je pense que vous aurez beaucoup à faire avec vos dossiers sur les pollutions plastiques et d'autres, vraiment d'autres sujets lourds qui vous occupent. Vraiment, c'est une dévotion et je suis admirative de ce que vous faites. Merci beaucoup, Angèle Préville. Eh bien, merci de m'avoir donné la parole et de pouvoir faire en sorte que les choses avancent avec tout le monde. Avec tout le monde, voilà. Merci.